Moins de 12 000 personnes selon la préfecture, 45 000 selon les syndicats. Une chose est sûre, ils étaient plus nombreux que lors de la dernière mobilisation du 29 janvier. Ouvrant la marche, les syndicats de la métallurgie ont fait entendre leur voix. Il n'y a plus d'activité dans le secteur de la Saint-Étienne et du Forêt. Donc voilà, on se réunit aujourd'hui pour manifester pour une relance sociale. Parce que le chômage partiel, ça fait mal au salaire et on a déjà des bas salaires dans la Loire, donc on a du mal à s'en sortir tous les mois. Nous sommes là, nous, par rapport à l'école, qui est en danger par toutes les réformes qui sont prévues au niveau des baisses d'effectifs enseignants, des baisses RASED, et puis des petites écoles qui peuvent disparaître, puisqu'on est dans une petite école de campagne. D'autres secteurs comme la culture et la santé étaient aussi présents. Partis de la préfecture, les manifestants ont achevé leur marche au rond-point. Après plusieurs actions symboliques, le cortège s'est dissipé sans aucun incident particulier. Et après? Ce qui est sûr, c'est que le 19 mars, nous étions très nombreux dans la rue à manifester. Plus de 3 millions en France. Oh, attendez. Plus de 3 millions en France. Les syndicats disent 3 millions. Plus de 30 000 à Saint-Étienne, ce qui est exceptionnel, ce qui est historique. Des jeunes, des moins jeunes, le secteur public, le secteur privé aussi très massivement. Et en face de cela, qu'est-ce qu'on a après une deuxième manifestation, puisqu'il y a eu le 29 janvier, là aussi tout aussi massive. On a un pouvoir, on a Nicolas Sarkozy, on a un gouvernement qui est sourd aux revendications, qui est inflexible et qui aujourd'hui est incapable de changer de cap politique et de répondre à la hauteur de ce que sont aujourd'hui les attentes de nos concitoyens. L'INSEE nous dit hier que nous allons vers une récession extrêmement grave, beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. 3% peut-être de croissance en moins, 500 000 destructions d'emplois dans les 6 ou 7 prochains mois, donc un chômage qui va exploser, qui va s'envoler, hein, et en même temps aussi une perte de pouvoir d'achat aussi pour les Français. Et en face de cela, on a un pouvoir immobile qui est incapable de bouger et de prendre vraiment les mesures qui sont à la hauteur aujourd'hui de la situation économique et sociale. Donc là, on a un véritable problème, et le bras de fer, il va continuer. Oui, le problème, vous dites, il est au gouvernement, mais le problème, il est aussi dans l'opposition. Car manifestement, vous n'êtes pas crédible. Vous avez vu ce sondage qui a été fait pour le Journal du Dimanche par l'Institut IFOP. Est-ce que le PS ferait mieux que le gouvernement actuel s'il était au pouvoir? 69% des Français disent non. Est-ce que le PS a des réponses face à la crise économique? 76% disent non. Oui, je pense qu'il y a un travail, c'est celui qu'on a engagé avec la direction de Martine Aubry maintenant depuis quelques mois, pour effectivement montrer aux Français que de nouveau nous nous tournons vers eux. Parce que nous avons été quand même l'an dernier, je le rappelle, avec le congrès de Reims, beaucoup trop repliés sur nos problèmes internes. Mais ça, depuis nous avons retravaillé. Le PS est proche des préoccupations des Français, 52%, oui. Oui. Mais ça s'arrête là. Oui, votre plan de relance à vous, votre contre-plan de relance à vous, inaudible. Oui, parce que peut-être qu'on ne le martèle pas assez, donc c'est une bonne occasion de rappeler quelles sont nos propositions, des propositions de relance par la consommation à côté de celles sur l'investissement et celles sur les entreprises, c'est-à-dire des propositions pour le pouvoir d'achat, 500 € immédiatement pour les 10 millions de Français aujourd'hui les plus modestes qui touchent la prime pour l'emploi ou qui sont aux minima sociaux, la baisse de TVA aussi de 1%, la revalorisation du SMIC 3% immédiatement, et donc toute une série aujourd'hui de mesures pour relancer la consommation et l'activité dans ce pays, et aussi pour mieux protéger les salariés qui sont victimes aujourd'hui des plans sociaux, notamment dans les entreprises profitables ou qui font des licenciements boursiers qui sont inacceptables. On a eu encore des exemples cette semaine avec Continental, avec Goodyear, avec d'autres entreprises qui aujourd'hui profitent de la crise pour faire des dégraissages massifs, alors qu'elles font des bénéfices ou qu'elles versent des dividendes. Est-ce que vous croyez que le mot d'ordre antillais, 200 € d'augmentation pour tous, est un mot d'ordre applicable en métropole? Alors il y a une situation... Parce qu'il est entendu. Oui, il y a une situation qui est encore pire en Outre-mer, hein, puisqu'il y a un taux de chômage, un nombre de bénéficiaires de RMI qui est encore plus important
qu'en métropole et des retards qui ont été accumulés. Donc ce qu'ont obtenu les ultramarins, en particulier les Guadeloupéens, je trouve que c'est très bien, 200 €. J'espère que ça sera le cas aussi pour les Réunionnais et pour les Martiniquais. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui où on met le curseur pour l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat en France. Mais il va falloir y venir, parce que la situation... C'est un mot d'ordre qui actuellement apparaît dans les entreprises, vraisemblablement un peu avancé par le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Est-ce que c'est une concurrence pour vous, ce nouveau parti? Non, pas du tout. Nous disons aussi que nous sommes en faveur de l'augmentation des salaires. Le problème aujourd'hui, c'est le gouvernement qui, lui, s'y refuse complètement. Le conseiller de M. Sarkozy, M. Guénaud, dit oui. Entre Sarkozy et Besancenot, il n'y a plus rien. Non, c'est faux, parce que tout simplement, M. Besancenot, il n'a pas vocation à gouverner. Nous sommes un parti gouvernement qui prend ses responsabilités, qui fait des propositions, mais qui en même temps sera capable, quand il y aura alternance et alternative politique, de mettre en place un certain nombre de mesures aujourd'hui en faveur des Français et leurs conditions de vie et de travail. Donc là, c'est la différence avec le NPA de M. Besancenot. Il est dans la protestation pure. Nous sommes dans la proposition et dans l'efficacité, et notamment pour les élections européennes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes les seuls à pouvoir incarner une majorité alternative avec nos camarades d'autres pays, des 27 autres pays européens, à l'échelle européenne. Ce qui est incapable de faire le NPA aujourd'hui, puisqu'il est isolé et seul en Europe. Je voudrais savoir quel pouvoir vous avez vraiment quand vous êtes dans l'opposition. Vous êtes membre, vous, au nom du Conseil général de la Loire, du Conseil d'administration de l'hôpital de Saint-Étienne. Oui. Cet hôpital aurait un déficit de 30 millions d'euros. Il a voté au mois de janvier un plan avec une menace sur 450 emplois. Mm-hmm. Vous avez voté contre. Oui. Le maire de Saint-Étienne préside le conseil d'administration. Oui. Il a voté contre. À quoi ça sert de présider un conseil d'administration de l'hôpital si on est minoritaire? C'est une très bonne question. Mais le problème aujourd'hui de l'hôpital public... J'aimerais une réponse. Il est plus vaste. C'est-à-dire aujourd'hui qu'il y a un problème en fait, de financement de l'hôpital public. Il y a 30 CHU sur 31 qui sont en situation de déficit. Donc ce n'est pas un problème de gestion locale, c'est un problème aujourd'hui de financement. Et les financements sont insuffisants, que ce soit l'évolution des dépenses d'assurance maladie consacrées à l'hôpital, que ce soit la tarification à l'activité qui n'est pas vraiment adaptée pour les CHU, ou que ce soit les enveloppes du ministère consacrées aux missions d'intérêt général. Donc l'hôpital, il souffre d'abord de cela, d'un sous-financement chronique, parce que le gouvernement a décidé politiquement d'asphyxier l'hôpital public. Alors, ils viennent de faire une loi qui est une loi d'organisation, mais qui ne prévoit pas aujourd'hui des règles de financement différents et des moyens humains et financiers pour l'hôpital public. Nous, on se bat là-dessus, y compris au niveau local dans les conseils d'administration. Mais dans ces conseils d'administration, on est souvent mis devant le fait accompli, nous les élus. C'est-à-dire qu'on nous dit, on nous fait une forme de chantage, si vous ne votez pas le plan de retour à l'équilibre, et donc des suppressions d'emplois, eh bien nous serons mis sous tutelle par l'administration. C'est-à-dire, il n'y aura plus de gestion locale des hôpitaux. Ça, c'est inacceptable. Et ça ne peut pas être accepté par des élus. C'est pour ça qu'on a voté contre au CHU de Saint-Étienne. Et ça, c'était fin janvier. Et puis, la semaine dernière, on nous explique dans ce même conseil d'administration que finalement, la situation financière n'est pas aussi mauvaise que cela, qu'on a refait les comptes sur 2008, que par exemple, grâce aux aides exceptionnelles, par rapport à la hausse de l'activité, finalement, en 2008, on a au moins divisé le déficit de 30 millions de moitié. Donc là, finalement, le gouvernement ne vous asphyxie pas. Oui, disons qu'il asphyxie de façon générale les hôpitaux, mais que là, sur le coup, nous n'avons pas eu une bonne information précise sur la situation financière du CHU. Mais ce que nous allons faire pour l'avenir, que ce soit Maurice Vincent ou les autres élus de gauche présents dans ce conseil d'administration, c'est bien évidemment être extrêmement attentif pour qu'il n'y ait pas un volet de suppression d'emplois, parce que ça en rajouterait finalement du chômage au chômage. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 20 000 emplois qui sont menacés dans tous les hôpitaux publics en France. Donc ce sera une grave erreur aujourd'hui de faire des plans sociaux dans les hôpitaux. On termine, vous êtes trésorier national du Parti Socialiste. Il y a combien d'adhérents réels au Parti Socialiste? En 2008, il y en a 170 000. Et est-ce que vous êtes partisan de la cotisation à 20 €, vous?
De toute façon, la cotisation à 20 €, elle existe pour les nouveaux adhérents. Ensuite, moi, je suis pour... D'ailleurs, ça va être un des chantiers qu'on va engager en 2009. On s'est engagé là-dessus au moment du congrès de Reims. C'est ce qu'on appelle le barème unique de cotisation. C'est-à-dire essayer d'avoir un barème, mais qui soit plus assis sur des critères de progressivité. C'est-à-dire, on cotise en fonction de ses revenus. Je crois que c'est le principe de justice sociale que les élus de gauche et les socialistes doivent défendre. Régis Juanico, merci beaucoup. La semaine prochaine, je recevrai René Balme, le maire de Grigny dans le Rhône, ancien communiste et cofondateur du parti de gauche. Très bonne fin de semaine à tous. Tout de suite, vos journaux régionaux de Lyon et de Grenoble.